Pendant 40 ans, le gouvernement des États-Unis a laissé mourir des centaines d'hommes alors qu'ils savaient comment les guérir. Imaginez aller chez le médecin pour chercher de l'aide et être trompé. Imaginez qu'on vous regarde mourir. Ce n'est pas une fiction. C'est l'une des histoires les plus tristement célèbres de la recherche médicale américaine, où des centaines d'hommes afro-américains ont été utilisés comme cobayes dans le cadre d'une étude médicale menée par le gouvernement des États-Unis. Il s'agit d'un cas emblématique d'abus éthique qui a laissé des traces profondes. L'expérience de Tuskegee. Pour comprendre comment une telle chose a pu se produire, il faut regarder au-delà du domaine médical. Au début du XXe siècle, de nombreuses idées scientifiques étaient profondément influencées par le racisme. Certains médecins pensaient que les Afro-Américains étaient biologiquement inférieurs, plus sujets aux maladies, voire incapables de suivre un traitement médical. On prétendait même que la syphilis affectait directement les personnes noires, et que par conséquent, étudier son évolution sans traitement avait une valeur scientifique. Ces idées n'étaient pas marginales, elles faisaient partie intégrante de la pensée médicale dominante de l'époque. Et c'est précisément ce contexte qui a permis à cette expérience non seulement d'avoir lieu, mais aussi de se poursuivre pendant des décennies. L'expérience de Tuskegee était une étude clinique menée par le service de santé publique des États-Unis. Financée par le gouvernement fédéral, elle s'est déroulée pendant 40 ans, de 1932 à 1972, à Tuskegee, en Alabama. À ses débuts, les traitements contre la syphilis étaient très toxiques. Salvarsan, mercure, bismuth, dangereux et d'efficacité incertaine. L'un des objectifs de l'étude était de déterminer si les bénéfices du traitement l'emportaient sur les risques. Elle visait également à mieux comprendre les stades de la maladie afin de développer des thérapies plus appropriées. Pour ce faire, des médecins ont recruté 600 hommes afro-américains pauvres, 399 d'entre eux étaient déjà infectés par la syphilis avant le début de l'étude, et 201 étaient sains, formant un groupe témoin. L'objectif était de suivre l'évolution de la maladie sur plusieurs décennies. En 1947, tout aurait pu s'arrêter là, mais les médecins prirent une autre décision. C'est à ce moment-là que l'expérience a franchi une ligne de non-retour. La pénicilline était devenue le traitement de référence contre la syphilis, capable de guérir la maladie de manière sûre et efficace. Or, les chercheurs ont décidé sciemment de ne pas l'administrer. Cette décision a tout changé. Elle a radicalement transformé la nature de l'étude. Elle cesse d'être une simple observation scientifique et devient un refus délibéré de traitement. Dès lors, chaque complication, chaque souffrance, chaque décès ne peut plus être justifié par un manque de connaissances, mais par un choix conscient. Pire encore, les chercheurs sont allés jusqu'à empêcher certains participants de recevoir la pénicilline ailleurs, en informant les médecins et les autorités militaires de ne pas les traiter. Pour comprendre l'épreuve vécue par ces hommes, il est essentiel de comprendre les effets de la syphilis. Il ne s'agit pas d'une simple infection, c'est une bactérie qui, sans traitement, détruit lentement l'organisme. Elle se transmet lors des rapports sexuels, mais aussi de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Les lésions peuvent faciliter la transmission du VIH lors des rapports sexuels. L'utilisation correcte du préservatif réduit considérablement le risque de transmission. La syphilis infecte les organes génitaux, les lèvres, la bouche ou l'anus et peut toucher n'importe qui. Elle débute par un petit ulcère indolore et parfois par un gonflement des ganglions lymphatiques. Elle progresse silencieusement, provoquant des éruptions cutanées sur les mains et les pieds, qui peuvent disparaître et réapparaître sans que la personne ne s'en aperçoive. Dans certains cas, elle entraîne des graves complications, voire la mort. Le plus tragique est que, détectée précocement, elle se soigne facilement avec des antibiotiques. Mais à Tuskegee, les médecins ont attendu. Ils voulaient voir comment l'infection progressait vers le système nerveux et le cœur, observant, avec une froideur clinique, comment les corps de ces hommes, leurs patients, se dégradaient année après année. Tous les participants de l'étude étaient des hommes pauvres et pour la plupart analphabètes, ce qui les rendait particulièrement vulnérables à l'exploitation. Pour beaucoup d'entre eux, se rendre chez le médecin était un acte de confiance. Certains parcouraient des kilomètres à pied pour obtenir une consultation, persuadés de recevoir de l'aide. Ils faisaient confiance au médecin, au système, à la promesse des soins. Ils n'imaginaient pas qu'en réalité, ils étaient observés, tandis que la maladie progressait en silence. Certains de ces hommes ont vu leur santé se détériorer progressivement, sans en comprendre la raison. Ils ont perdu la vue, développé des douleurs chroniques, ou commencé à souffrir de graves problèmes neurologiques. D'autres ont transmis involontairement la maladie à leurs épouses, qui sont également tombées malades, et certains enfants sont nés infectés. Pour beaucoup, ce qui avait commencé comme une simple consultation médicale s'est transformé en une souffrance prolongée qui affectait plusieurs générations. Ils n'ont jamais été correctement informés de leur maladie ni des risques liés à l'absence de traitement adéquat. Leur consentement éclairé n'a jamais été réellement obtenu. Aucun traitement efficace ne leur a jamais été proposé, même après que la pénicilline soit devenue le traitement de référence. Pour les maintenir dans l'étude, les médecins les ont trompés en leur promettant des soins médicaux, des repas, une assurance vie et des transports gratuits. Tout cela a été présenté comme un traitement du mauvais sang, une expression locale désignant diverses maladies. Ils ont subi des tests et des examens, mais uniquement à des fins d'observation. Au départ, un traitement était bien prévu, mais le manque de fonds, dû à la Grande Dépression, a fait qu'elle a évolué vers une simple observation. Nombre d'entre eux ont souffert de graves complications, cécité, démence, insuffisance organique et même décès. La tromperie a atteint un degré extrême. Pour garantir la présence des hommes aux interventions à haut risque, comme les ponctions lombaires, une lettre intitulée « Dernière chance pour un traitement spécial et gratuit » leur était envoyée, les laissant croire à un réel bénéfice médical. Certains participants ont même cru jusqu'à la fin de leur vie avoir reçu un véritable traitement médical. L'étude incluait des autopsies après le décès des participants. En vérité, c'était ça le véritable final de l'étude, conduire des patients jusqu'à leur mort, afin de confirmer les résultats par des autopsies.
L'équipe de recherche appartenait à la section des maladies vénériennes du service de santé publique des États-Unis. Le docteur Taliaferro Clark a eu l'idée initiale de l'étude, mais s'est retiré au bout d'un an car il désapprouvait ses pratiques trompeuses. Il prévoyait d'observer les sujets infectés pendant seulement 6 à 8 mois avant de commencer le traitement. Le docteur Oliver Wenger a joué un rôle clé dans la phase initiale, puis, comme conseiller, recrutant des participants par la tromperie. Le docteur Raymond Van der Heller a mis au point les protocoles qui ont transformé l'étude à une expérience à long terme, incluant les ponctions lombaires. Dans une correspondance conservée, le Dr Wenger félicita le Dr Van der Heller pour son style d'écriture trompeur, utilisant en outre un terme péjoratif pour désigner les personnes afro-américaines. Parmi les autres médecins ayant poursuivi l'étude, on compte Paxton Belcher Tim et John Heller. L'infirmière afro-américaine Eunice Rivers a été la seule à participer à l'étude pendant 40 ans. Sa relation de confiance avec les participants a facilité la poursuite de l'étude pendant des décennies. En 1966, le chercheur Peter Buxton a exprimé ses inquiétudes quant à l'éthique de l'étude. Cependant, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies lui ont répondu que l'étude devait se poursuivre, jusqu'au décès de tous les participants, afin que des autopsies puissent être pratiquées. Pendant des décennies, l'étude est restée presque inconnue du public. Le 25 juillet 1972, Peter Buxton a divulgué des informations aux médias. Le Washington Star et le New York Times ont publié des articles provoquant l'indignation nationale et internationale. À ce moment-là, 28 hommes étaient décédés de la syphilis, sans autre des suites de complications médicales. 40 femmes avaient été infectées et 19 enfants étaient nés avec la maladie. L'étude a été immédiatement interrompue et des poursuites judiciaires ont été engagées. Lorsque la vérité a éclaté, le Dr John Heller a défendu l'étude déclarant « La situation de ces hommes ne justifie aucun débat éthique. Il s'agissait de sujets d'études et non de patients, de matériel clinique et non de personnes malades. » La révélation de cette expérience a déclenché une vague d'indignation sans précédent. Partout dans le pays, des manifestations et des débats publics ont éclaté, dénonçant non seulement le manque d'éthique médicale, mais aussi le racisme structurel qui avait permis à cette étude de se poursuivre pendant des décennies. La confiance dans le système de santé a été profondément ébranlée, notamment au sein de la communauté afro-américaine. Pour beaucoup, cette affaire a confirmé une crainte de longue date, que la médecine puisse faillir, non par erreur, mais par indifférence. La société a commencé à exiger davantage de transparence, de responsabilité et de respect des patients, marquant un tournant dans la relation entre la médecine et le public. L'affaire Tuskegee soulève des questions non seulement médicales, mais aussi liées au pouvoir, aux inégalités et à la déshumanisation. Car lorsqu'un groupe de personnes cesse d'être considéré comme des patients et devient un objet d'étude, la frontière éthique disparaît. Cette expérience était non seulement inacceptable sur le plan éthique, mais aussi contraire aux principes scientifiques les plus rigoureux. Les données étaient biaisées dès le départ. Certains hommes sains ayant contracté la maladie ont été transférés dans le groupe infecté, faussement ainsi les résultats. Les participants ont reçu des traitements factices, ce qui a compromis toute observation clinique pertinente. De plus, l'étude reposait sur une prémisse erronée, que ces hommes ne recevraient de toute façon aucun traitement, ce que les chercheurs eux-mêmes ont veillé à garantir. Autrement dit, ils n'ont pas seulement laissé mourir des centaines de personnes, ils l'ont fait au nom d'une expérience qui ne respectait même pas les normes scientifiques les plus élémentaires. L'expérience a profondément modifié l'éthique de la recherche médicale. En 1974, la loi nationale sur la recherche, National Research Act, a été adoptée, entraînant la mise en place des comités éthiques de la recherche chargés de superviser les recherches impliquant des êtres humains. Des normes essentielles ont été établies, telles que le consentement éclairé, la protection des sujets vulnérables et l'examen éthique obligatoire. En 1997, le président Bill Clinton a présenté des excuses officielles déclarant No power on earth can give you back the lives lost, the pain suffered, the years of internal torment and anguish. What was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. You did nothing wrong, but you were grievously wrong. I apologize, and I am sorry that this apology has been so long in coming. To Macon County, to Tuskegee, to the doctors who have been wrongly associated with the events there, you have our apology as well. To our African American citizens, I am sorry that your federal government orchestrated a study so clearly racist. That can never be allowed to happen again. It is against everything our country stands for, and what we must stand against is what it was. La confiance de la communauté afro-américaine envers la santé publique est encore aujourd'hui profondément ébranlée. Government doctors tricked hundreds of rural black farmers into joining the Tuskegee syphilis study, shattering trust in medicine in ways that still endure. It took a brave whistleblower to end the experiment 50 years ago. Restoring faith and trust is the work of our time. On my first day as president, I signed an executive order to advance racial equity across the board, to ensure the promise of America for all Americans. L'expérience de Tuskegee n'est pas seulement un chapitre sombre de l'histoire, elle nous rappelle ce qui se produit lorsque la science perd son éthique. Elle demeure un exemple des dangers du racisme dans la recherche scientifique. Elle est aujourd'hui étudiée dans les cours de bioéthique, de médecine et de santé publique comme un avertissement. Un exemple de ce qui ne doit jamais se reproduire. Car certaines histoires ne doivent pas seulement être rappelées, elles doivent servir d'avertissement.
Merci pour ton écoute. Abonne-toi à Atlas Vitae sur YouTube et podcast pour découvrir d'autres mystères de la science et du corps humain. Chaque auditeur qui s'abonne nous aide à continuer à créer plus de contenu. Laisse-nous un commentaire et dis-nous quelle histoire tu aimerais avoir abordée dans les prochains épisodes. À bientôt sur Atlas Vitae.